Nous embarquons maintenant sur un sujet qui fascinera sans doute les plus impressionnables, car nous entrons dans le point de jonction de deux sciences ésotériques très commentées et documentées, la magie et l'alchimie. Cependant, tandis que le premier s'occupe essentiellement du monde phénoménal et opère dans celui-ci, l'alchimie, quant à elle, est la science des causes. Écoutons ce que dit Fulcanelli à ce sujet. La chimie est incontestablement la science des faits, comme l'alchimie est celle des causes. La première, limitée au domaine matériel, s'appuie sur l'expérience. La seconde prend de préférence ses directives dans la philosophie. Si l'une a pour objet l'étude des corps naturels, l'autre tente de pénétrer le mystérieux dynamisme qui précède à leur transformation. C'est là ce qui fait leurs différences essentielles et nous permet de dire que l'alchimie, comparée à notre science positive, seule admise et enseignée aujourd'hui, est une chimie spiritualiste parce qu'elle nous permet d'entrevoir Dieu à travers des ténèbres de la substance. Ce que dit Fulcanelli au sujet de la chimie courante est très similaire avec le domaine de la magie. La magie, selon Eliphas Lévi, est l'art de magnétiser les courants astraux pour les soumettre à la volonté de l'opérateur. Le domaine d'action de la magie est le plan astral. Ce plan, sans cesse mouvant, est notre nature et notre plan sublunaire. L'art de la haute magie, lorsqu'elle est bien appliquée, vise à utiliser les phénomènes du plan astral pour s'élever au plus haut de celui-ci, dans le but d'opérer une communion avec les plans supérieurs. Les mécanismes du plan astral servent dans ce cas-là une cause supérieure et agissent comme un tremplin d'élévation pour le mage. L'alchimie, quant à elle, s'adresse directement au divin au travers de la matière. Son domaine d'action n'est pas l'astral, mais le plan divin lui-même. Le grand œuvre opère sur une matière hautement divine, et au travers des opérations, ou du miroir de l'art, l'artiste entrevoit les phénomènes de la création, alors qu'il agit directement sur les causes de celle-ci. Lorsqu'on parle d'alchimie, vous l'aurez compris avec tout ce qu'on a dit auparavant, nous parlons de la discipline alchimique, du grand œuvre et du travail au laboratoire. Comme nous l'avons vu, c'est la seule façon de réellement mettre à l'épreuve nos facultés spirituelles, notre compréhension et notre maîtrise de l'art. Vous comprenez donc qu'il n'y a pas vraiment de lien entre la magie et l'alchimie. Les deux sciences sont distinctes et emploient des méthodes et des outils différents. Cependant, tous deux opèrent à l'intérieur de l'individu une alchimie spirituelle. Tous deux participent à la communion d'un feu extérieur et d'un feu intérieur de l'opérateur. Il faut par contre garder à l'esprit que la magie, opérant dans le plan illusoire de l'astral, n'est pas soumise à la même rigueur que l'alchimie. La plupart des individus opèrent en magie selon leurs propres interprétations des symboles, selon leurs propres croyances ou superstitions. Tant que l'éveil ne s'est pas fait sur les plans supérieurs, c'est-à-dire au-delà du plan astral, il est impossible de confirmer quelconque vérité. Le plan astral se superpose à la vue de l'opérateur comme un filtre de perception qui voile la vérité. Pendant tout son cheminement, au fur et à mesure qu'il élève son état vibratoire, le mage pressent toujours la vérité, mais ne peut s'en assurer qu'une fois qu'il s'éveille au-dessus du plan astral et qu'il reçoit la lumière pure et directe, non reflétée. Le mage part du plan des phénomènes pour aller vers celui des causes, tandis que l'alchimie fait le chemin inverse. Comme nous l'avons mentionné, le grand œuvre débute avec les principes premiers de tout phénomène. Il faut donc se garder de faire l'amalgame entre les deux et rendre à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ceux qui offrent des cours ou programmes en alchimie, nous voyons surtout de l'aspagirie, ou encore de la magie, ou tout simplement de la pure spéculation. Nous en avons déjà discuté tout au long de ce programme, de ce qui appartient à l'alchimie ou non. Libre à vous, par la suite, de faire votre propre analyse et vos propres choix. Nous avons dit beaucoup de choses, et nombreuses de nos citations peuvent s'insérer en réalité dans plusieurs chapitres.
Nous vous invitons, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de réécouter souvent cette vidéo. Elle offre un très bon point de départ comparativement à ce qui se fait présentement, et que vous soyez en accord ou en désaccord avec nous, elle permet tout au moins de prendre du recul et d'exercer son esprit critique pour faire un choix plus éclairé. Pour les plus sérieux et les plus courageux, il est certain que cette vidéo vous permettra de mieux vous orienter dans votre recherche. La science hermétique au complet peut être désignée comme une véritable théurgie du feu. Le feu secret, saint inconnu de la science, tant recherché par ses élus, contenant l'ADN de Dieu, manifeste son énergie et ses vibrations avec d'autant plus d'intensité que l'artiste épure, renforce et multiplie sa matière. Certains philosophes comme Fulcanelli ou encore Eugène Cancelier mentionnent la nécessité de se mettre en harmonie avec son travail ou au diapason de sa recherche. Cela revient à dire de réaliser une communion avec ce feu secret et divin. Or, communier avec le divin est la définition même d'un acte théurgique. Nous avons déjà abordé brièvement tout au long de cette vidéo le sujet de la manifestation de cette substance divine qui s'élève et s'exalte au cours de l'œuvre. Nous avons dit que cette substance libère et dégage une énergie d'une fréquence vibratoire hautement divine. Au fur et à mesure du travail sur cette matière, et à force de l'évertuer, la renforçant à chaque fois, cette vibration va devenir de plus en plus intense. L'artiste, quant à lui, entre en résonance avec sa matière. Ses chakras se nourrissent littéralement de cette lumière manifestée et il ressent intérieurement l'étincelle de l'effet premier et la présence de Dieu en lui et autour de lui. L'atmosphère se fait de plus en plus pesant, dense, vibrant, à tel point que n'importe qui rentrerait dans cette pièce ressentirait la pression de cette énergie. Le laboratoire devient un véritable oratoire et revêt l'ambiance d'un véritable temple. Ainsi, cette théurgie du feu, qui se produit au sein même du laboratoire, au travers de la matière, est le véritable moteur d'évolution de l'élu. C'est cette substance libérée de sa gangue qui va également libérer l'artiste du voile de l'ignorance. Dans le silence mystérieux de son laboratoire, l'alchimiste est baigné de cette lumière et est empli d'une joie et d'un sentiment de grâce qui ne va plus jamais le quitter. La relation entre l'alchimiste et son œuvre agit de façon réciproque. L'artiste, à son commencement, entrevoit les premières opérations à appliquer à la matière. Une fois qu'il a en sa possession les matières du grand œuvre, les écrits des anciens deviennent beaucoup plus clairs, car les auteurs ont souvent décrit l'œuvre en partant de ses premiers principes. La lumière, émanée de notre matière, va agir sur l'artiste et le prédisposer à de nouvelles révélations, à une nouvelle réalité et de nouvelles possibilités d'introspection et de découverte. Cette nouvelle disposition va permettre à l'élu d'approfondir sa compréhension de l'œuvre et de pousser encore plus loin ses travaux jusqu'à la réalisation de la pierre philosophale. Ainsi, la matière donne de nouvelles lumières au philosophe de la nature et celui-ci permet par la suite à la matière de poursuivre son perfectionnement. Il se réalise une réelle harmonie, une réelle coopération entre l'alchimiste et sa matière, ce qui est un réel privilège. Alors il y en a dans leur ignorance qui vont nous décrire le processus d'éveil avec un langage très épurant, en nous parlant du corps et de l'ego qui s'embrasent, des douleurs qu'on peut ressentir dans le corps, dans l'éveil, de l'effet que peut produire la pleine lune sur nous, que c'est un processus effrayant. On nous parle même d'une voix brève qui provoquera un éveil soudain. Ici, on est un peu dans tout et n'importe quoi en fait. On a l'impression d'entendre un peu les mêmes discours que sur la Kundalini et les autres modes spirituels de notre époque. La nature en réalité ne fait jamais rien dans la précipitation, ni soudainement. Le résultat qu'elle produit est une suite d'un long travail interne
qui aboutit finalement par une éclosion manifeste de la vie. Et il en va de même pour le processus d'éveil. Celui-ci se fait de façon naturelle, sans précipitation, selon votre propre capacité d'absorption et la force de vos chakras. Un éveil brutal ou soudain, provoquant des douleurs physiques, est simplement le témoignage que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre fonctionnement naturel. De nos jours, on veut tout facilement et rapidement. Malheureusement, le grand œuvre et le processus d'éveil en général n'est pas une course, mais un cheminement. Vous irez plus vite en prenant le temps de faire les choses simplement et consciencieusement que de chercher des raccourcis et de devoir désapprendre ou corriger quelque chose qui n'est pas correct. Mais là encore, on est plus dans le domaine de la magie et des phénomènes que de l'alchimie. Libre à vous de faire votre choix en la matière. Enfin, pour clore ce chapitre, nous parlerons un peu des plantes. Dans le domaine de l'hermétisme, nous avons expliqué que le travail avec les plantes relevait de la spagyrie et non de l'alchimie. Certaines personnes parlent de faire des initiations qui feraient intervenir l'ingestion de plantes pour parvenir à un certain éveil. Il existe dans des endroits des rites de passage qui se font à partir de plantes hallucinogènes ou psychotropes. Bien sûr, notre avis personnel, c'est que nous n'avons pas besoin de cela pour atteindre l'éveil. D'autant plus que ces plantes n'ont absolument aucune action sur votre état vibratoire. Ils ne vous élèvent pas, mais se contentent de vous placer à un point de vue différent que d'habitude. Il est évident que ce changement de point de vue peut vous permettre de mieux vous comprendre, de régler certains problèmes, des problèmes émotifs ou psychologiques, ou même des problèmes physiques. Mais d'un point de vue spirituel, la plante ne pourra pas vous donner ce qu'elle n'a pas. Nous avons vu que les esprits du règne végétal sont orientés et spécifiés. Ils possèdent également un état vibratoire qui leur est propre. L'être humain, étant la quintessence de la nature et possédant déjà en lui les trois règnes inférieurs, possède déjà naturellement un état vibratoire qui est supérieur au règne végétal. C'est pour cela que les plantes ne peuvent pas vous élever, mais peuvent seulement changer votre perception sur un axe horizontal, mais pas vertical. Cela signifie que vous verrez les choses différemment, mais vous serez toujours limité par la profondeur de votre perception, qui, elle, dépend de votre état vibratoire. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus à rejeter. Ce genre d'expérience peut mener à certaines prises de conscience qui favorisent le cheminement initiatique, mais ce n'est pas du tout un point de passage obligé. Le processus d'éveil nécessite une force supérieure à l'être humain, car seul le supérieur peut mouvoir l'inférieur. Il faut donc faire intervenir un agent possédant une fréquence vibratoire supérieure à la nôtre, afin qu'en l'assimilant, notre état vibratoire s'en trouve amplifié, à la fois horizontalement, mais surtout verticalement. La véritable initiation, comme nous l'avons mentionné brièvement auparavant, nécessite l'intervention de l'élément divin. Nous aurons l'occasion d'en reparler un peu plus loin. Donc voilà tout pour ce chapitre. Passons maintenant au suivant. Alors nous entendons souvent les gens, en particulier sur les forums et groupes d'alchimie, dire que l'alchimie ne s'enseigne pas, qu'elle s'apprend en solitaire, ou encore qu'il n'existe pas d'école d'alchimie. Or, si nous regardons dans l'histoire, force est de constater qu'à toutes les époques, il y a eu des sociétés et écoles initiatiques qui enseignaient cette noble science. Elle était déjà enseignée depuis la haute antiquité à une élite dans les temples de l'Inde, de la Grèce et de l'Égypte. Les cultes indo-européens comme le culte de Mitra témoignent de cette philosophie et de la transmission de cet art sacré. Au Moyen Âge, de nombreux monuments, dont la cathédrale Notre-Dame de Paris, furent le lieu de rencontre d'alchimistes venant de partout en Europe. La Villa Careggi, en Italie, fut également un des hauts lieux de l'hermétisme. Prague, un peu plus tard, fut également l'un des hauts lieux d'Europe en termes d'alchimie. Si on reste juste en France, nous pouvons citer Paris, Bordeaux, Montpellier ou encore Lyon,
qui furent des lieux importants qui rassemblaient des alchimistes venant de partout dans le monde, en particulier d'Europe et d'autour du bassin méditerranéen. Cela était dû principalement aux ports d'attache, en particulier de Bordeaux et de Montpellier, qui rendaient facile d'accès les rencontres entre alchimistes. Toutes ces villes témoignent, d'une façon ou d'une autre, de l'activité des alchimistes de l'époque, en particulier par leur architecture et les ornements qu'ils portent. De plus, plusieurs alchimistes comme Nicolas Flamel ou encore le Philalèthe ont écrit à l'attention de leurs propres disciples. Philalèthe et Limogeon de Saint-Didier, entre autres, ont explicitement dédicacé leurs livres à l'instruction des enfants de la science. Maurien et le Sansellérien Tourangeau ont entretenu des correspondances privilégiées avec leurs disciples au sujet de l'hermétisme. La Société des Illuminés d'Avignon, fondée au XVIIIe siècle par Dom Pernetti, auteur du fameux dictionnaire mytho-hermétique, était une société d'alchimistes dans laquelle on pratiquait et enseignait l'alchimie. Fulcanelli, 1 à 2 siècles plus tard, écrivait à son tour pour les enfants de la science et avait lui aussi ses disciples. Sabine Stuart de Chevalier apprit quant à elle l'alchimie directement de son mari. Donc là, nous avons survolé le sujet en ne citant que les plus pertinents ou les plus connus. Mais si l'on scrute attentivement les ouvrages des anciens philosophes, ainsi que les historiens qui ont écrit sur le sujet, nous trouverons beaucoup plus de documentation sur les groupements d'alchimistes qui avaient lieu dans le passé. Dans nos documents alchimiques, il y a aussi énormément d'histoires concernant ces rencontres. Donc nous voyons bien que l'alchimie s'enseigne, non comme une vulgaire recette de cuisine, mais dans sa philosophie et son approche, et même jusqu'à un certain point dans la pratique. Lorsque l'élu a prouvé sa valeur et s'est montré digne de la science, il est donc possible de guider le néophyte, de l'assister dans ses recherches et de l'aider. Alors, il y en a qui mettent tout dans le même panier, et qui font l'amalgame entre les écoles de mystère et l'alchimie, ainsi qu'entre les différentes initiations qui s'y opéraient. Bien que l'alchimie est à l'origine des mythes et des sciences occultes, toutes les écoles de mystère n'enseignaient pas l'alchimie. Certains étaient juste orientés vers la philosophie, d'autres vers la magie, et les plus sérieux vers la théurgie. Mais l'alchimie n'était pas systématique. Il était fréquent par contre de retrouver au sein d'une même école différents niveaux de progression, en partant de l'enseignement philosophique jusqu'au grand mystère de la théurgie. Les initiations qui y correspondent ne sont pas les mêmes non plus. L'enseignement purement philosophique pouvait comprendre des initiations qui sont plutôt des rites de passage qu'autre chose. Ces rites visent à marquer de façon psychologique l'individu afin de le prédisposer à une transformation intérieure. Les initiations magiques, déjà plus sérieuses dans le cheminement initiatique, nécessitent l'intervention d'une personne entraînée et qualifiée pour produire directement des changements sur les corps subtils du candidat. Ces processus dans une école de mystère se font généralement sous la protection d'un égrégore particulier. Enfin, l'initiation théurgique nécessite également l'intervention d'un initié entraîné et surtout dépositaire d'un courant théurgique. L'initiation théurgique crée un lien tangible entre le candidat et les plans supérieurs. Et c'est dans ce type d'initiation qu'intervient la transmission de cet agent inconnu, non humain mais divin, dont nous parlions un peu plus tôt dans cette conférence. Ce germe de lumière, implanté au cœur de l'initié, va l'éveiller progressivement au cours d'un travail particulier et régulier, et ce, sans douleur, sans contrainte, mais de façon naturelle, comme une graine qui germe dans un terreau fertile. Mais tout ça ne concerne pas l'alchimie. Dans la démarche hermétique, l'initiation se fait dans le travail. L'artiste pénètre l'égrégore lorsqu'il parvient à ouvrir la matière. C'est l'entrée ouverte au palais fermé du roi, comme le dit Philalèthe. Dès cet instant, il est relié aux anciens maîtres qui ont réussi l'œuvre, et il est inspiré tout au long de sa progression jusqu'à la réalisation finale. C'est pourquoi les auteurs nous ont transmis l'essentiel dans leurs écrits,
les principes philosophiques de base et la méthode de travail en laboratoire. Ils étaient très conscients que seuls ceux qui seraient persévérants dans l'effort et purs dans leur cœur parviendraient à rejoindre l'égrégore et à faire partie de la chaîne des philosophes. Donc lorsqu'on nous parle d'initiation avec des plantes, des rites de passage et de démarches psychologiques dans le processus alchimique, on ne peut qu'y voir de l'ignorance, qui peut en réalité être dangereux pour ceux qui le suivent. Quand bien même on jouerait avec des psychotropes et qu'on userait de rituels mal faits, on joue quand même avec des forces, et l'ignorance ne protège pas d'un contre-coup de ces forces. Après, il ne faut pas s'étonner de subir des montagnes russes émotionnelles, de tomber dans des états dépressifs, dans des états de fatigue intense, ou d'avoir des douleurs physiques qui apparaissent et qui persistent. Les sensations de chaleur, de spasme ou de picotement ne sont pas toujours des symptômes de conséquences bénéfiques. Il faut garder un esprit critique et voir la situation dans son ensemble. Aujourd'hui, les initiations sont très à la mode. Il y en a pour tous les goûts. Mais beaucoup d'entre elles n'ont absolument aucun fondement magique, encore moins théurgique. C'est plutôt devenu une marque de marketing. Donc nous avons parlé ici des différents types d'initiations sans trop élaborer. Mais je suis certain qu'il y en a qui vont se servir de ces concepts pour inventer encore quelque chose dans une nouvelle sauce, mais tout aussi stérile. Attention cependant, il existe de véritables dépositaires de ces initiations traditionnelles. Si vous cherchez quelque chose de sérieux, adressez-vous à des centres spécialisés qui savent de quoi ils parlent, qui ont une légitimité historique dans la transmission initiatique et qui peuvent vous accorder la protection d'un égrégore sain pour vous soutenir dans votre progression. Encore une fois, ici nous ne parlons pas pour tous, mais uniquement pour ceux qui peuvent nous comprendre. Chacun a ses propres expériences à vivre et choisit, selon ses propres expériences et sa conscience, ce qui lui convient. Nous avons vu qu'au fil de l'histoire, l'alchimie s'est transmise non seulement au travers des écrits des anciens philosophes, mais aussi au sein des temples, écoles et sociétés secrètes qui y étaient dédiées, mais aussi de personne à personne entre alchimistes. Le martinisme est un ordre initiatique dépositaire d'un courant théurgique qui remonte jusqu'à Martinez de Pasquali. Au XVIIIe siècle, Martinez de Pasquali, que l'on nommait également le théurge de Bordeaux, fonda l'ordre des chevaliers maçons hélicoènes de l'univers. En réalité, il y eut deux groupes qui furent fondés par Martinez. L'ordre des hélicoènes, le plus connu, avait une renommée dans toute l'Europe. L'autre groupe, plus discret, regroupait une élite et fut les prémices de ce qui deviendra plus tard le martinisme. Mais bref, là n'est pas le sujet, c'était juste pour mettre en contexte un peu ce qui va suivre. Nous savons, par les écrits qui nous restent de Pappus, que l'ordre des hélicoènes de Martinez de Pasquali et la Société des Illuminés d'Avignon de Dom Pernetti se sont fréquentés et ont échangé fréquemment sur divers sujets, dont l'alchimie. Dom Pernetti était déjà lui-même en relation avec des alchimistes de l'extérieur, et il serait tout à fait possible que Martinez de Pasquali, regroupant autour de lui l'élite spirituelle de son époque, ait été en contact également avec des alchimistes différents de la société de Dom Pernetti. Les personnages qui ont succédé à Martinez de Pasquali ont tous eu une influence importante dans le milieu ésotérique. Jean-Baptiste Villermoz, Louis-Claude de Saint-Martin, jusqu'à Pappus, et nous mentionnerons également Serge Marcotune, dont les œuvres littéraires témoignent de la droiture, de la rigueur et du degré de développement spirituel de cet initié. Nous savons également, toujours par les écrits de Pappus, que l'ordre martiniste, ou plus précisément le cercle proche de Pappus, était en contact avec des alchimistes de son époque. Quelques sources dignes de foi nous ont témoigné qu'il aurait même été en relation avec Fulcanelli. Son maître spirituel, maître Philippe de Lyon, s'était également adonné à l'alchimie. Pappus aurait également été le témoin d'une transmutation métallique et aurait eu en sa possession, selon les écrits de Stanislas de Guaita, la pierre philosophale ainsi que de l'or alchimique. En fait, le pentacle martiniste à lui seul est une synthèse des opérations du grand œuvre,
et reflète bien l'influence que l'hermétisme a pu avoir sur Pappus et l'ordre martiniste. Voyez également la photo ci-dessous, représentant une des versions d'un temple martiniste. Nous pouvons y voir très clairement l'influence de la doctrine alchimique au travers des différents symboles qui sont mis en évidence, la coquille Saint-Jacques, le sphinx, le symbole du mercure et le pentacle, synthèse de l'œuvre. Nous voyons donc que même à une époque pas si lointaine de la nôtre, l'alchimie se transmettait pas uniquement par écrit, mais aussi par tradition orale, de personne à personne. Maître Philippe de Lyon a rencontré les alchimistes qui lui ont transmis les premiers principes, et ce fut également le cas pour Pappus et possiblement certains de ses proches compagnons. Mais il est normal, considérant l'époque et considérant l'importance au point de vue spirituel de l'ordre martiniste, que différents groupes initiatiques, dont des alchimistes, échangent et se regroupent entre eux. L'abbé Saunière, prêtre catholique, aurait trouvé à Rennes-le-Château des parchemins alchimiques. Ne pouvant pas les déchiffrer lui-même, il s'est rapproché de groupes secrets connaissant en la matière, dont l'ordre martiniste, afin de l'aider dans sa quête. Plus tard, l'histoire nous raconte qu'il jouissait d'une fortune d'origine inconnue, dont il emporta le secret dans sa tombe. Bien que les écrits et documents en notre possession attestent des liens entre les martinistes et les alchimistes, il n'y avait jamais encore eu officiellement de loge ou de groupe d'études spécialisés en alchimie au sein du martinisme, du moins pas avant l'ordre martiniste opératif. L'ordre martiniste opératif est à ce jour le seul ordre martiniste à transmettre encore à notre époque, en plus de la théologie martiniste, un enseignement spécifique et particulier sur la thaumaturgie et sur l'alchimie. Ces deux branches sont des apports qui se sont rajoutés au martinisme et viennent enrichir notre ordre et notre tradition. En ce qui concerne la thaumaturgie, l'une des dernières héritières de cette lignée, de France, a transmis au grand maître de notre ordre toute la tradition thaumaturgique, qu'il intégra par la suite à l'ordre martiniste opératif. Mais revenons plutôt sur les débuts de la grande loge hermétique de cet ordre. À la base, il existait déjà un groupe d'alchimistes indépendants de l'ordre martiniste opératif qui œuvraient en laboratoire. Ce n'est qu'après la naissance de l'OMO que ces alchimistes, voyant la beauté et l'importance spirituelle de cette tradition, se sont joints à l'ordre martiniste opératif. C'est ainsi qu'est née la grande loge hermétique de l'OMO. Encore une fois, l'histoire se répète. Il est normal pour des initiés de désirer se regrouper. Il est normal que des groupes hautement spirituels aient des liens fraternels entre eux, car ils partagent nécessairement la même vision spirituelle quant à Dieu, ses réalisations et le devenir des hommes et de la création. Depuis sa création, la grande loge alchimique de l'OMO a accueilli de nouveaux initiés, triés sur le volet selon leurs mérites et leurs valeurs. Au départ, il était question de considérer uniquement les initiés qui avaient déjà fait un certain parcours au sein du martinisme et d'évaluer leur intérêt pour l'alchimie avant de les intégrer à la loge de perfectionnement. Ce n'est que très récemment que nous avons ouvert notre loge aux chercheurs de l'extérieur, suivant la volonté de l'égrégore, afin de montrer aux chercheurs sincères et aux enfants de la science qu'il existe encore à nos jours une transmission traditionnelle de la science hermétique et que nous sommes prêts à les aider dans leur cheminement. C'est pour cela que nous avons rendu disponibles au public les premiers enseignements qui étaient réservés à notre ordre intérieur et nous publierons prochainement certains enseignements beaucoup plus avancés de notre grande loge. Nous allons en parler justement dans le prochain chapitre. Comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, nous avons rendu public certains de nos documents privés. Les premiers documents, au nombre de 10, sont des documents préliminaires qui doivent préparer le candidat, le mettre en résonance avec l'égrégore alchimique et lui permettre d'obtenir, entre autres, la révélation du premier arcane de l'œuvre, le nom de la materia prima. Alors il y a eu beaucoup d'émois et de critiques lorsque nous avons mis nos documents en ligne, car nous demandons un coût modique pour nos cours. Juste pour réaliser nos documents, cela a demandé de l'équipement et de nombreux coûts connexes. Nous pensons qu'il est normal de demander une contribution. Je sais que nous vivons à une époque où l'on pense que tout est dû, tout devrait être gratuit, en particulier dans le domaine spirituel. On voudrait que ceux qui soignent, les guérisseurs, qui font ça à temps plein, le fassent gratuitement.
On voudrait que tous les enseignements, même les plus poussés, soient dévoilés sans aucune retenue, gratuitement. Il faudrait que ces hauts mystères et révélations, pour lesquels certains ont donné leur vie, dont la divulgation à une époque entraînait la mort, soient, à notre époque, poussés par la paresse intellectuelle et la facilité de vie, rendus accessibles à tous, peu importe leur mérite, leur valeur ou encore leur motivation. Mais comme le dit Fulcanelli, la science hermétique ne saurait être galvaudée, et la nature n'ouvre pas à tous indistinctement la porte de son sanctuaire. Encore une fois, il ne faut pas jeter des perles au pourceau. Nous savons pertinemment en plus que quand bien même la plus haute connaissance serait gratuite et accessible à tous, la plupart s'en accapareraient et la laisseraient dans un coin de leur ordinateur ou de leur bibliothèque. Nous vivons à une époque où le paraître prédomine, et même les ignorants et les méchants peuvent se faire entendre. La critique est facile, mais souvent l'œuvre de paresseux ou de personnes dont la bouche est plus prolifique que les actes. Il y a derrière nos documents plus d'un demi-siècle de labeur et de recherche en laboratoire par des gens qui ont dédié leur vie à cette science. Nous avons produit une œuvre qui n'a rien à envier aux philosophes et maîtres passés, et qui suit le modèle de transmission qu'utilise Fulcanelli dans ses ouvrages, mais adapté à notre époque avec les moyens de notre époque. L'étude de nos documents peut facilement vous sauver 25 ans de recherche et de travail hasardeux. Nos documents sont audiovisuels, traitant d'histoire, d'alchimistes célèbres, de magie et bien sûr des opérations et des matières de l'œuvre. Les informations sont entrecoupées de musique médiévale sacrée afin de créer une véritable ambiance qui favorise la résonance avec l'égrégore alchimique. Le chercheur sérieux qui s'intéresse à nos œuvres doit les considérer comme un rituel particulier à part entière. Nous conseillons donc pour la première écoute simplement de fermer les yeux, peut-être d'allumer une bougie ou de faire brûler un peu d'encens au Liban, et simplement d'écouter les documents en se laissant guider et en essayant de capter l'ambiance que produisent ces documents. Pour les écoutes suivantes, nous vous invitons à prendre des notes. Chaque document est accessible pendant une semaine. Si vous suivez nos recommandations pendant vos études, vous en ressortirez grandi avec quelque chose en plus, une plus grande maturité intérieure. Dans ces documents, nous vous donnons également une méthode de travail, ainsi que des ouvrages que nous estimons les plus pertinents pour débuter vos études. Car il ne faut pas croire que tous les auteurs qui ont écrit sur l'alchimie ont réussi ou même ont œuvré en laboratoire. Ceux que nous avons cités dans cette vidéo sont les plus éducatifs sur la manière d'aborder la science, mais d'autres sont plus orientés vers les manipulations et les descriptions des matières. C'est pour cela que nous vous avons préparé une liste et une méthode d'étude. Nos documents plus avancés sortiront probablement pour l'hiver 2023. Ils sont beaucoup plus explicites sur les manipulations en laboratoire et sur les matières de l'œuvre, en grande partie parce qu'on y rajoute beaucoup de notre propre expérience et composition, et que ces documents étaient destinés à nos initiés plus avancés dans la science. Ces documents sont les premiers prérequis pour intégrer notre table ronde de philosophes hermétiques. Une fois au sein de notre grande loge, vous y trouverez des passionnés et des amoureux de la science qui pourront vous aider dans votre progression. Nous sommes persuadés que les ignorants et les petits curieux ne dépenseront pas un centime pour nos documents, et c'est parfait comme ça. Nous pensons qu'un véritable amateur et chercheur prendra la peine d'écouter au moins le premier volet de nos documents, au moins pour se faire une idée de la valeur que nous offrons. Après, nous sommes conscients que la musique médiévale ne peut pas plaire à tout le monde, mais d'un point de vue objectif, le travail de recherche, de synthèse et de liaison dont témoignent nos documents est considérable et s'inscrit dans la lignée des philosophes et des anciens auteurs. Tout comme Fulcanelli à son époque, nous avons apporté notre pierre à l'édifice pour la postérité. Tout au long de cette vidéo, nous avons parlé honnêtement et sans détour, afin d'essayer de mettre en évidence ou en abîme les incongruités, incohérences et affirmations non fondées dont se servent les souffleurs de notre époque et qui polluent notre science plutôt que de la sublimer. Notre science passe pour de la rigolade, de la superstition ou tout au mieux des croyances, alors qu'au contraire c'est une science exacte qui révèle à qui l'embrasse l'unique vérité qui soutient toute chose. C'est un long et pénible périple qu'est l'alchimie, mais si vous aimez cette science, vous vous devez de faire les efforts qui lui incombent. Mais pas n'importe quels efforts. Nous en avons parlé tout au long de cette vidéo.
Nous vous invitons à la réécouter régulièrement, car nous savons combien il est facile d'oublier et de retomber dans les modes de pensée habituels, alors que nous vous donnons ici un guide pour éviter les faux prophètes et les sciences usurpatrices. Comme le dit Fulcanelli au début des Demeures philosophales, lui-même, après des années à apprendre des choses mensongères auprès des ignorants, a dû, devant la rigueur du laboratoire, confesser son ignorance et recommencer son apprentissage sur les bancs d'une autre école. Certains aussi des membres de notre grande loge hermétique ont eu la même expérience avant de nous rejoindre. Et nous savons à quel point il est difficile de désapprendre, et il est encore plus difficile de mettre son orgueil de côté et de faire preuve d'humilité. Les souffleurs dont nous avons parlé devraient se regarder dans un miroir, faire l'inventaire d'eux-mêmes et de leurs pratiques, et réaliser à quel point leurs connaissances et leurs pratiques sont éloignées de ceux des philosophes et du grand œuvre, et à quel point ils font du tort à cette noble science. Spagyrie, magie, méditation, psychologie, respiration, tous sont des pratiques très honorables qui peuvent apporter beaucoup, mais on reste très loin de la discipline alchimique et du contrôle au laboratoire. Il est évident que cette conférence ne va pas plaire à tout le monde, mais si c'était le but, nous aurions fait comme tout le monde. On aurait cherché le statu quo, en étant d'accord avec tout le monde, peu importe ce qu'ils font, se flattant les uns les autres, et on aurait suivi la tendance sans faire de vagues. Mais notre rôle est tout autre. Nous sommes dépositaires d'une science, nous nous contentons de la transmettre, c'est tout. Chacun est libre de ses choix, et nos propos ne s'adressent de toute façon pas à tout le monde. Il n'y a rien de nouveau ici, malheureusement l'histoire se répète. Les philosophes avant nous ont fait le même travail, ont cherché à dépouiller la science, à dénoncer les usurpateurs et leurs propos, et à transmettre le flambeau de la connaissance à la génération suivante. Pour ceux qui ont apprécié cette vidéo, nous vous remercions pour votre écoute, et pour ceux qui, en plus, sont dans la recherche de la sagesse, de la lumière et de la connaissance, peu importe la voie, nous vous souhaitons de tout cœur du courage et que vous soyez guidés dans votre cheminement. Merci et à bientôt.